prendre les rênes maintenant. Mon cœur a sombré, mais j'ai répondu par un sourire. Le lendemain matin, au bureau, tout a basculé. Je m'appelle Nicolas Hamon, j'ai 41 ans et, jusqu'à il y a 2 mois, je pensais avoir construit la vie parfaite. J'étais le PDG des Industries Perrin, une entreprise de taille intermédiaire spécialisée dans les pièces industrielles, que j'avais transformée d'une affaire familiale moribonde en un empire de 80 millions d'euros. L'entreprise appartenait à mon beau-père, Gérard Perrin, qui m'en avait confié les commandes 13 ans plus tôt, lorsque j'avais épousé sa fille, Camille. À l'époque, Perrin Industries perdait de l'argent de tous les côtés. Il fabriquait des composants industriels corrects, mais la gestion était un désastre. Gérard était un ingénieur brillant mais un homme d'affaires médiocre. L'entreprise était à 2 trimestres de la faillite quand j'ai franchi les portes de l'usine pour la première fois en tant que nouveau directeur des opérations. Camille et moi nous étions rencontrés lors d'une soirée de bienfaisance dans le centre-ville de Lyon. Elle avait 25 ans. Elle était belle de cette manière naturelle qui vient de la vieille bourgeoisie et d'une éducation soignée. Ses cheveux châtains étaient toujours parfaitement coiffés, ses vêtements de créateur semblaient décontractés mais coûtaient probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour l'entreprise de son père, organisant des soirées d'entreprise et des réceptions pour les donateurs. J'avais 28 ans, je venais de réussir le redressement d'une usine de fabrication à Grenoble et je cherchais mon prochain défi. Quand Gérard Perrin m'a abordé lors de cette soirée pour me parler des problèmes de son entreprise, j'ai vu une opportunité. Quand sa fille Camille m'a souri de l'autre côté de la fontaine à champagne, j'ai vu tout autre chose. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne la demande en mariage. Gérard était ravi. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à sauver sa société. Et j'étais là, jeune, ambitieux, avec une solide réputation dans le redressement d'entreprises en difficulté. Le fait que j'épouse son unique enfant n'était que la cerise sur le gâteau. Le mariage fut tout ce dont Camille avait toujours rêvé, 300 invités au Grand Hôtel de Bordeaux, un orchestre symphonique, des fleurs importées par avion et une lune de miel aux Seychelles qui a coûté plus cher que ma première voiture. Gérard n'a pas regardé à la dépense pour sa princesse. 2 semaines après notre retour, Gérard m'a nommé directeur des opérations avec un chemin tracé vers le poste de PDG. En 3 ans, je dirigeais toute l'entreprise. Gérard s'est retiré dans un rôle de conseiller, passant le plus clair de son temps sur les parcours de golf ou dans sa résidence secondaire à Saint-Tropez pendant que je reconstruisais son affaire de fond en comble. Si vous appréciez cette histoire de trahison corporative et de vengeance cachée, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire pour partager votre avis sur les entreprises familiales et la loyauté. Et si vous pensez que Nicolas est sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, cliquez sur le bouton j'aime. Maintenant, retour à l'histoire. Les 5 premières années ont été brutales. Je travaillais 80 heures par semaine à restructurer les départements, renégocier les contrats avec les fournisseurs et mettre en place de nouveaux systèmes de contrôle qualité. J'ai licencié 40% du personnel, non par plaisir, mais parce que le poids mort tirait l'entreprise vers le bas. Chaque décision que je prenais était critiquée, chaque changement se heurtait à une résistance. Mais les chiffres ne mentaient pas. La première année, nous avons stoppé l'hémorragie. La deuxième, nous étions à l'équilibre. La troisième, nous dégagions des bénéfices. À la 5e année, les Industries Perrin généraient 22 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et j'avais commencé à m'étendre sur de nouveaux marchés. Camille était fière de moi, ou du moins elle semblait l'être. Elle adorait parler à ses amis de la haute société de son mari PDG, de la croissance de l'entreprise et de notre fortune grandissante. Nous avons acheté une maison à Écully, le genre d'endroit avec une vue imprenable et assez de mètres carrés pour s'y perdre. Nous partions en vacances partout en Europe, roulions dans des voitures de luxe et faisions des dons aux bonnes œuvres. Gérard me traitait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. À chaque conseil d'administration, il me tapait sur l'épaule en disant aux autres membres la chance qu'il avait de m'avoir trouvé, comment j'avais sauvé son héritage et combien sa fille avait bien choisi. Mais avec le recul, je vois les signes que j'ai ignorés, la façon dont Camille devenait distante dès que je parlais de travail, la manière dont elle changeait de sujet quand je mentionnais de nouveaux plans d'expansion, les moments où son téléphone vibrait pendant le dîner et où elle s'éclipsait pour répondre, prétextant toujours une urgence avec un prestataire ou une crise client. J'étais trop concentré sur la construction de l'entreprise pour remarquer que mon mariage s'effondrait.
trop obsédé par les objectifs de revenus pour voir que ma femme passait de moins en moins de temps à la maison et de plus en plus de temps en déplacements professionnels qui n'avaient pas vraiment de sens. À la 10e année, l'entreprise réalisait 58 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais négocié des contrats avec 3 grands constructeurs automobiles français et allemands, je m'étais lancé dans les composants aéronautiques et j'avais ouvert un second site de production près de Toulouse. La presse économique écrivait des articles sur notre réussite. Gérard était invité à des conférences pour parler de la transmission d'entreprises familiales. Je pensais assurer notre avenir, mais il s'est avéré que je ne faisais que me rendre obsolète. Les signes avant-coureurs sont apparus il y a environ 6 mois, bien que je ne les ai pas reconnus sur le moment. Camille a commencé à mentionner un ancien ami d'école de commerce nommé Théo Bernard, qui s'était récemment réinstallé à Lyon. Elle en parlait nonchalamment au dîner, racontant comment il avait réussi dans le capital risque, combien il était charmant et comment Gérard l'avait croisé au club de tennis. Puis Théo a commencé à apparaître dans les réunions de famille. D'abord à l'anniversaire de Gérard, puis au déjeuner du dimanche au domaine des Perrins. Il était doué, je dois lui accorder cela. Grand, athlétique, avec cette confiance facile de ceux qui ont grandi dans l'opulence et n'ont jamais eu à lutter. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Porsche et avait l'art de faire croire à chacun qu'il était la personne la plus importante de la pièce. Gérard l'adorait. Il passait des heures à discuter des tendances du marché et des stratégies d'investissement. Théo complimentait la vision de Gérard, louait son héritage d'ingénieur et suggérait des moyens de faire passer Perrin Industrie au niveau supérieur. Pendant ce temps, je restais là à regarder, me sentant de plus en plus comme un étranger dans ma propre vie. Camille a commencé à travailler tard plus souvent. Elle rentrait en sentant un parfum masculin coûteux qui n'était pas le mien, prétextant des dîners d'affaires. Quand je demandais quel client, elle devenait défensive, m'accusant d'être paranoïaque et de vouloir tout contrôler. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais observateur, et ce que j'observais, c'était ma femme se déconnectant lentement de notre mariage tout en se rapprochant de Théo Bernard. Il y a 3 mois, Gérard m'a demandé de venir dans son bureau pour ce qu'il appelait une discussion de famille. Quand je suis arrivé, Théo était déjà là, assis sur le fauteuil que j'occupais habituellement. « Nicolas », a dit Gérard en me faisant signe de m'asseoir. « Je voulais te parler de l'avenir des industries Perrin. Nous avons fait un parcours incroyable et tu as accompli un travail phénoménal, mais je pense qu'il est temps d'envisager la phase suivante. » J'ai hoché la tête, supposant qu'il parlait du rachat d'un concurrent que nous avions évoqué. Théo m'a conseillé sur une planification stratégique, a continué Gérard. Il a des idées innovantes sur l'entrée en bourse, l'attraction de fonds de capital risque et une mise à l'échelle radicale. J'ai regardé Théo, qui m'a rendu un sourire éclatant. « Nicolas, ton expertise opérationnelle a été inestimable, a-t-il dit de sa voix suave. Mais la croissance à ce niveau exige des compétences différentes, ingénierie financière, relations investisseurs, positionnement de marché. C'est ma spécialité. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Ai-je demandé, sentant un froid glacial m'envahir. Gérard s'est raclé la gorge. Nous envisageons d'intégrer Théo comme conseiller stratégique. Tu resterais PDG, bien sûr, mais Théo travaillerait en étroite collaboration avec nous deux sur la stratégie de haut niveau. Cela semblait raisonnable. Cela semblait être une décision commerciale intelligente. Mais c'était en réalité le début de la fin. Au cours des 3 mois suivants, le rôle de Théo s'est étendu. Il assistait à toutes les réunions de direction, remettait en cause mes décisions en citant des études de marché que je n'avais jamais vues. Il organisait des réunions avec des clients clés sans m'inclure, puis faisait un compte rendu à Gérard. Et pendant tout ce temps, Camille le soutenait. Elle défendait ses idées au dîner, critiquait ma résistance au changement, suggérant que j'étais menacé par quelqu'un de plus jeune et de plus innovant. Je n'étais pas menacé. Je regardais un coup d'État se dérouler au ralenti. La véritable trahison a eu lieu il y a 2 semaines lors d'un dîner de famille au domaine. C'était censé être une célébration. L'entreprise venait de clore son meilleur trimestre, atteignant les 80 millions d'euros. Gérard avait insisté pour marquer le coup. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas en voyant la Porsche de Théo dans l'allée. Il n'était pas de la famille. Il n'était même pas officiellement employé. Mais il était là, assis à table comme s'il était chez lui. Gérard a levé son verre de champagne. « À Nicolas » a-t-il dit. « Pour 13 ans de service dévoué,
tu as porté mon entreprise plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Tout le monde a trinqué. J'ai souri, fier malgré la boule au ventre. Et maintenant, a poursuivi Gérard, son sourire s'élargissant, il est temps de parler de l'avenir. Camille, pourquoi ne partages-tu pas la nouvelle? Ma femme m'a regardé avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Nicolas, nous voulions que tu l'apprennes de nous en premier. Théo et moi nous voyons depuis 6 mois. Nous sommes amoureux et nous allons nous marier. La pièce a semblé vaciller. J'ai serré mon verre si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Je sais que c'est un choc, a continué Camille d'une voix calme et répétée. Mais Théo et moi avons réalisé que nous étions faits l'un pour l'autre. Tu es un homme formidable, Nicolas, mais tu es marié à ton travail. Théo me comprend d'une manière que tu n'as jamais comprise. J'ai regardé Gérard, attendant qu'il proteste, qu'il me défende après 13 ans de loyauté. Au lieu de cela, il a hoché la tête avec une sympathie feinte. Ce sont des choses qui arrivent, mon fils, a dit Gérard. Le bonheur de Camille est ce qui compte le plus, et la bonne nouvelle est que nous avons prévu un arrangement très équitable pour tout le monde. Théo s'est penché en avant, ce sourire imperturbable aux lèvres. Nicolas, tu as construit une base incroyable ici, mais Camille et moi pensons qu'il est préférable de repartir sur des bases saines. Je reprendrai le poste de PDG dès le mois prochain. Gérard et moi avons déjà réglé les détails. Mon cerveau luttait pour traiter l'information. Gérard donnait mon poste, le travail d'une décennie entière, à l'homme qui me volait ma femme. Vous me licenciez, ai-je dit doucement. Pas licencié, a corrigé Gérard. Nous rachetons ton contrat très généreusement. Tu recevras 2 ans de salaire en indemnité de départ et une lettre de recommandation élogieuse. Tu rebondiras, Nicolas. Tu as du talent. Camille a voulu prendre ma main, mais je me suis écarté. Nicolas, comprends-moi. Ce n'est pas personnel. C'est juste qu'on ne peut pas imaginer que tu continues à travailler ici alors que Théo et moi sommes mariés. Ce serait trop gênant. J'ai regardé ces gens que je considérais comme ma famille. Gérard, que j'avais rendu multimillionnaire. Camille, que j'avais aimé et soutenu. Théo, qui s'était glissé dans ma vie comme un serpent pour voler tout ce que j'avais bâti. Et là, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un homme qui venait de réaliser qu'il jouait aux échecs pendant que les autres jouaient aux dames. Félicitations, ai-je dit calmement. J'espère que vous serez très heureux. Le soulagement sur leur visage était presque comique. Ils s'attendaient à de la colère, des menaces ou des larmes. À la place, je leur facilitais la tâche. Tu le prends remarquablement bien, a noté Gérard, surpris. À quoi bon faire une scène? Ai-je répondu. Camille a raison. Si elle est plus heureuse avec Théo, c'est ce qui importe. Et Théo, je suis sûr que tu feras de grandes choses avec Perrin Industries. J'ai levé mon verre à leur nouveau départ. Ils étaient confus. Ils s'étaient préparés à une guerre, et je leur offrais une reddition totale. J'ai quitté le domaine ce soir-là, tout le monde pensant que j'étais un homme brisé. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé à mon bureau, j'ai utilisé mon badge qui fonctionnait encore, et je suis allé directement sur mon serveur privé. Pendant 13 ans, j'avais construit cette entreprise, mais j'avais aussi tout documenté. Chaque contrat que j'avais négocié avait une copie personnelle sauvegardée. Chaque processus de fabrication propriétaire que j'avais développé m'appartenait, pas à l'entreprise. Chaque relation client-clé était basée sur une confiance personnelle envers moi, pas sur une loyauté envers la marque. Et surtout, chaque innovation qui avait fait passer Perrin Industries de 11 millions à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires avait été déposée à l'INPI sous mon propre nom, pas sous celui de la société. Voyez-vous, j'avais appris une leçon tôt dans ma carrière, quand on travaille pour une entreprise familiale, on n'est jamais vraiment de la famille. On est un employé révocable dès qu'on devient encombrant. Alors, je m'étais protégé. Les brevets à eux seuls valaient des millions. Les méthodes de production, les systèmes de contrôle, les innovations de la chaîne logistique, tout était à moi. Gérard était tellement concentré sur les résultats trimestriels qu'il n'avait jamais prêté attention à la propriété intellectuelle que j'accumulais. Et puis, il y avait les clients. 3 constructeurs automobiles majeurs, 2 entreprises aérospatiales.
Ils avaient des contrats avec Perrin Industries, mais ces contrats avaient été négociés par moi personnellement. Les directeurs d'achat connaissaient mon nom, faisaient confiance à ma parole et avaient mon numéro de portable personnel. J'ai passé la nuit à copier des fichiers, sécuriser mes brevets et peaufiner un nouveau plan d'affaires. À l'aube, j'avais tout ce qu'il me fallait. Le lendemain matin, je suis entré au bureau comme si de rien n'était. Théo était déjà dans mon ancien bureau, réorganisant les meubles. J'ai frappé poliment. Bonjour Théo. Je voulais juste te dire que je ne t'en veux pas. Je sais que tu prendras soin de la boîte. Il parut surpris mais ravi. Merci Nicolas. Ça me touche. J'avais peur qu'il y ait une certaine gêne. Pas du tout, ai-je dit. En fait, j'ai une réunion avec le groupe Harrison Automobile cet après-midi. C'est l'un de nos plus gros clients, un contrat de 15 millions par an. Je me suis dit que je devrais gérer la transition personnellement pour t'introduire. Les yeux de Théo ont brillé. Ce serait génial. Très professionnel de ta part. J'ai souri. La réunion avec Harrison Automobile a duré exactement 45 minutes. J'ai présenté Théo comme le nouveau PDG, j'ai loué sa vision, puis j'ai mentionné calmement que j'allais fonder ma propre firme de fabrication le mois prochain et que je serais ravi de continuer à travailler avec eux. L'équipe d'Harrison n'a pas hésité une seconde. Nicolas, nous travaillons avec toi depuis 8 ans, a dit le directeur des achats. Tu es la raison pour laquelle nous avons choisi Perrin Industries au départ. Si tu montes ta boîte, tu auras notre contrat. Le visage de Théo est devenu livide. Mais notre contrat a-t-il commencé? Votre contrat est avec Perrin Industries, l'a coupé le directeur, et il expire dans 2 mois. Nous ne renouvellerons pas. Nous transférons nos commandes vers la nouvelle société de Nicolas. Et de 1. Au cours de la semaine suivante, j'ai eu des conversations similaires avec tous les clients majeurs. Le message était toujours le même, Perrin Industries avait réussi grâce à moi, et il me suivait. Théo a tenté de s'interposer, a organisé des réunions d'urgence, a offert des remises, a même fait appeler Gérard. Mais le mal était fait. En 10 jours, Perrin Industries avait perdu 73% de son portefeuille client. Mais je n'avais pas fini. Vous vous souvenez des brevets? Il s'est avéré que les processus de fabrication qui rendaient Perrin compétitif étaient tous à mon nom. J'ai déposé les documents officiels révoquant avec effet immédiat le droit de Perrin Industries d'utiliser ma propriété intellectuelle. Gérard m'a appelé, furieux. Tu ne peux pas faire ça, Nicolas. Tu vas détruire l'entreprise. Je peux, et je le fais, ai-je répondu calmement. Ces brevets sont à moi. Je les ai conçus, je les ai déposés. Si Perrin veut continuer à les utiliser, il faudra me payer une licence. 2 millions d'euros par an me semble équitable. C'est de l'extorsion. C'est du business, Gérard. C'est toi qui me l'as appris. Camille a tenté sa chance ensuite, m'appelant en larmes. Nicolas, s'il te plaît, tu es vindicatif. C'est l'héritage de mon père que tu détruis. L'héritage de ton père? Ai-je ri. Camille, l'entreprise de ton père valait 11 millions quand je t'ai épousé. J'en ai fait une société de 80 millions avec mes compétences et mes relations. La seule chose que Gérard a contribué, c'est son nom sur la porte. Mais nous sommes une famille. A-t-elle sangloté? Non Camille. Nous étions mariés, mais je n'ai jamais été de la famille. C'est devenu clair quand tu m'as échangé pour un modèle plus récent et que ton père m'a jeté sans hésiter. Tu veux savoir ce qui est drôle? Théo est sur le point de diriger une coquille vide sans client, sans technologie et sans personne qui sache vraiment fabriquer quoi que ce soit. Le coup de grâce est venu de mon bras droit, Sarah, que j'avais promue directrice des opérations. Elle m'a appelé 3 jours plus tard. Nicolas, je donne ma démission. David, Jennifer et Marcus font de même. On aimerait savoir si tu recrutes. J'ai souri. Envoyez-moi vos CV. J'ai besoin de gens de confiance. À la fin du mois, j'avais recruté les 12 meilleurs cadres et ingénieurs de Perrin. Ma nouvelle société, Hamon Manufacturing, a ouvert ses portes 6 semaines après ce fameux dîner. J'avais loué un site, du matériel, et j'avais déjà les contrats de 85% de mes anciens clients. Perrin Industries, pendant ce temps, était en chute libre. Sans clients,
sans brevet et sans cadre compétent, Théo coulait. La société qui valait 80 millions n'en valait plus que 20, et ça chutait encore. Gérard est venu me voir dans mon nouveau bureau, l'air d'avoir vieilli de 20 ans. « Nicolas » a-t-il dit doucement, « j'ai fait une erreur. » On a tous fait une erreur. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? J'ai regardé cet homme qui m'avait donné sa fille et sa boîte, avant de me les reprendre dès qu'une nouveauté est passée par là. Tu ne peux rien arranger, Gérard. Tu as eu 13 ans pour me traiter comme un membre de ta famille. Au lieu de cela, tu m'as traité comme un employé jetable. Maintenant, tu gères les conséquences. Mais l'entreprise, mon héritage. Ton héritage est mort le soir où tu as choisi Théo à la place de l'homme qui l'avait construit. Perrin sera en faillite dans 6 mois. Théo partira vers sa prochaine opportunité financière et tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. S'il te plaît Nicolas, il doit y avoir un moyen. Je me suis calé dans mon fauteuil. En fait, il y a une chose. Je suis prêt à racheter les actifs restants de Perrin, les bâtiments et les machines. Je t'en donne 8 millions d'euros. C'est plus que ce que ça vaut aujourd'hui, mais je suis généreux. 8 millions? Le visage de Gérard était rouge. Ça vaut bien plus. Plus maintenant. Sans client ni brevet, c'est tout ce que ça vaut. Prends-le ou laisse-le. Il a accepté. Quel autre choix avait-il? 3 mois plus tard, Hamon Manufacturing a absorbé ce qu'il restait de Perrin Industrie. J'ai gardé le bâtiment, vendu les vieilles machines et j'ai définitivement retiré le nom Perrin du fronton. L'héritage de Gérard, fondé par son grand-père 70 ans plus tôt, avait cessé d'exister. Les fiançailles de Camille et Théo ont duré à peine aussi longtemps que l'entreprise. Il s'est avéré que Théo n'était intéressé par Camille que lorsqu'elle venait avec une société prospère. Une fois tout cela évaporé, il s'est évaporé aussi. Aux dernières nouvelles, il est reparti à Paris pour conseiller des startups. Camille a essayé de me revoir quelques mois après l'effondrement. Elle est venue à mon bureau, sans ses vêtements de luxe, l'air fatigué. « Nicolas, j'ai fait une terrible erreur. On peut parler ?» J'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant 13 ans. « Il n'y a plus rien à dire, Camille. Tu as fait ton choix. Je vis juste avec les conséquences du tien. Je suis désolé. J'ai été stupide. » Théo semblait excitant, mais il n'était pas toi. C'est toi qui tenais vraiment à moi et à l'entreprise. Tu as raison. J'y tenais. Pendant 13 ans, j'ai pris soin de vous plus que de moi-même. C'était mon erreur, mais j'ai appris. C'est fini, Camille. C'est fini depuis ce soir où tu as annoncé ton mariage à un autre lors d'un dîner censé célébrer mon succès. Elle est partie et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Aujourd'hui, Hamon Manufacturing réalise 95 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'emploie 240 personnes et je possède 100% des parts. Pas de partenaires, pas d'investisseurs, pas de belle famille pour me le reprendre. Je me réveille chaque matin dans une maison que j'ai conçue seule. Pas de Camille, pas de faux dîner de famille où l'on fait semblant de s'aimer tout en préparant une trahison. Juste moi, mon entreprise et l'équipe que j'ai bâtie. On me demande parfois si je me sens coupable d'avoir détruit l'héritage de Gérard. La réponse est non. Gérard a détruit son propre héritage le jour où il a préféré Théo à l'homme qui avait sauvé son entreprise. J'ai juste fait en sorte que les conséquences soient à la hauteur de la trahison. Le mois dernier, j'ai croisé Gérard dans un café. Il était seul, l'air brisé. Il a voulu dire quelque chose, mais j'ai simplement fait un signe de tête poli et j'ai continué mon chemin. Certaines personnes méritent que l'on tourne la page avec elles, mais Gérard Perrin n'en faisait pas partie. La leçon que j'ai apprise est simple, en affaires comme en famille, la loyauté est tout. Mais elle doit être réciproque. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous estime que pour ce que vous pouvez lui apporter, croyez-le et protégez-vous en conséquence. J'ai passé 13 ans à construire le rêve d'un autre en pensant construire une famille. Quand ils m'ont jeté, j'ai pris tout ce que j'avais construit et je l'ai fait mien. Désormais, je bâtis mon propre rêve avec des gens qui ont gagné leur place par leur loyauté, pas par le sang. Ils pensaient tous pouvoir me remplacer sans conséquence. Ils avaient tort. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, c'est de réussir de façon si éclatante qu'ils doivent vous regarder prospérer pendant qu'ils échouent.
c'est de prendre tout ce qu'ils pensaient posséder et de prouver que cela vous a toujours appartenu. Je m'appelle Nicolas Hamon. J'ai passé 13 ans à enrichir quelqu'un d'autre. Ils ont essayé de me jeter comme un déchet. Aujourd'hui, je suis plus riche qu'ils ne l'ont jamais rêvé, et il ne leur reste que leur regret. L'entreprise qu'ils croyaient être la leur a toujours été la mienne. Ils ne l'ont juste réalisé que trop tard.